Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire que nous organisons dans le cadre du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum que nous avons lancé en partenariat avec le réseau international pour les journalistes qui est basé à Washington, ainsi que notre centre international pour les journalistes. Nous avons lancé le forum en 5 langues, en français, en anglais, en arabe, en espagnol et en portugais. Et l'objectif, c'est d'offrir aux journalistes du monde entier des ressources et des outils pour pouvoir travailler, surtout en cette période de crise sanitaire. C'est la 31e webinaire que nous organisons depuis environ 10 mois. Nous avons commencé en mai 2020 à organiser chaque semaine des webinaires sur des thématiques liées au journalisme et aussi sur la pandémie du COVID-19. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, comment écrire un bon pitch. Et pour en parler, j'ai avec moi trois grands invités. Notre première intervenante, elle est Madame Marie Turcan. Elle est journaliste et rédactrice en chef du site d'information en ligne Numérama qui propose de l'information de qualité et en libre accès. Elle a participé au lancement en France du site d'information économique et Tech Business Insider. Elle est diplômée de l'école de journalisme de Sciences Po. Elle a remporté en 2015 le prix de l'innovation en journalisme, qui est un concours lancé par l'école de journalisme Sciences Po et Google. La seconde invitée est Madame Adèle Surprenon. Elle est journaliste indépendante. Après des études en littérature et en relations internationales, elle s'est installée au Liban où elle a travaillé pour des médias européens, moyens, orientaux et nord-américains. Elle s'intéresse plus particulièrement aux enjeux liés à la migration, au travail et aux mouvements sociaux dans l'espace méditerranéen et au Moyen-Orient. Elle est présentement basée à Montréal. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Adèle. La troisième participante à ce webinaire est Madame Aïcha Aledi. Elle est rédactrice en chef du journal Le Progrès, un poste qu'elle cumule avec celui de chargée des médias au sein de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel au Bénin. Elle s'occupe de la formation pratique des étudiants en licence de journalisme. Merci à vous aussi, madame, d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Avant de vous donner la parole, je rappelle à tous les participants qui nous suivent que pour rendre utile et agréable ce webinaire, il leur sera donné la possibilité de pouvoir poser des questions. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent qui nous suivent en direct dans notre groupe sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Mais pour les participants qui nous suivent via l'application Zoom, vous pouvez simplement nous soumettre vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Là, nous savons que pour les journalistes, qu'ils soient journalistes freelance, qu'ils soient journalistes indépendants ou même des journalistes salariés, il leur arrive au cours de leur carrière de devoir proposer une pige ou une idée d'article à une rédaction ou à un média. Mais si votre idée n'est pas claire, si elle n'est pas bien présentée, si elle n'est pas bien détaillée, il y a de moindres chances que l'éditeur accepte votre proposition. Comment mettre en valeur votre idée d'article, comment être sûr que votre pitch elle est excellemment bien écrite, comment s'assurer que votre idée d'article est bien détaillée et bien présentée. C'est l'objet de ce webinaire. Et la première question, elle s'adresse à Marie Turcan. Vous êtes rédactrice en chef et je suis presque convaincu des journalistes vous envoient souvent des propositions d'articles, des sujets d'articles. Dites-moi, quelles sont les erreurs que vous rencontrez souvent dans les mails que vous recevez? Ah, les erreurs. Il y a plusieurs choses qui sont peut-être maladroites de la part, mais ça arrive et on répond généralement plutôt positivement quand même, mais c'est vrai que ça demande d'aiguiller mieux. Je pense qu'une des erreurs les plus fréquentes, c'est un pitch qui ne correspond pas très bien à la ligne éditoriale de notre site. C'est vrai qu'un sujet, il se décline en plusieurs angles différents
Et donc, quand vous, en tant que pigiste, choisissez le média auquel vous voulez pitcher un sujet, c'est vraiment important de le cadrer en fonction de la ligne éditoriale du site. Et c'est vrai que pour nous, c'est assez important de savoir que la personne qui veut écrire pour Numérama ait au moins lu un peu Numérama, en fait. Genre, et capter un petit peu ce qu'on essaye de faire. Donc, moi, je suis dans un site spécialisé et c'est vrai que ce qui arrive très souvent, c'est d'avoir des propositions de pitch très généralistes. Je ne sais pas comment Zoom a explosé pendant la pandémie. Bah, ça ne m'intéresse pas du tout, moi, parce que c'est un sujet que je verrais super bien sur un site généraliste comme Le Monde, Libération. Ça pourrait être des choses très intéressantes. Mais nous, on ne peut pas se permettre de faire ça parce qu'en fait, nos lecteurs et lectrices sont plus spécialistes ou plus spécialisés. Et en même temps, bah, en fait, les généralistes vont le faire. Donc, moi, je n'ai pas d'intérêt à prendre un sujet qui va être directement en concurrence avec un site qui est lu par 10 fois plus de personnes que le mien. Donc ça, c'est un truc qui arrive assez souvent. C'est pas une erreur, c'est juste peut-être un... Enfin, j'en veux pas aux gens de tenter, en fait, hein, de tenter de proposer des sujets. Après, c'est vrai que comme on essaye de répondre à tout le monde, ça demande du temps et ça demande de l'investissement. J'essaye d'expliquer plutôt gentiment à chaque fois. Il y a une erreur qui n'est pas vraiment une erreur non plus, mais c'est un peu le pendant de ce fonctionnement-là. C'est les gens qui, du coup, se disent bah, comme Numérama, ça parle un peu de numérique, on va essayer de se raccrocher au moindre petit truc numérique pour essayer d'en faire un sujet. Donc, je trouve qu'il y a un effort supplémentaire d'avoir envie de se cadrer avec notre ligne éditoriale, mais par exemple, dire, je ne sais pas, un scandale d'agression sexuelle qui a lieu dans une école, par exemple, bah, nous, on ne va pas pouvoir le traiter. Et si là où le pigiste me dit oui, mais ils s'organisent sur Facebook en ce moment pour discuter entre eux, ça ne suffit pas. En fait, le sujet principal n'est pas fait. Le sujet principal n'est pas la plateforme. Le sujet principal, c'est le scandale d'agression sexuelle dans cette école. Donc, c'est malheureux parce que c'est un sujet que moi, j'aimerais beaucoup lire. Et je suis sûre que je le dirai un jour sur un autre média, mais c'est des sujets que nous, on ne peut pas prendre comme ça. Et on en propose beaucoup. Beaucoup de trucs un peu périphériques ou de sujets, voilà, tiens, cette profession fait des TikTok, fait des vidéos sur TikTok. Je trouve pas ça très intéressant. Je trouve qu'il faut réussir à sortir une information différente, une information intéressante, pas forcément quelque chose de révolutionnaire à chaque fois, hein, mais voilà, qu'il y a un petit peu de sel derrière, quoi, qui est vraiment un truc où je me dise ah bon, attends, ça m'intéresse, j'ai vraiment envie de lire ça. C'est un peu fouillis, mais j'espère que c'est un peu, c'est un peu des grandes lignes, mais c'est très large. Votre question était large. Vous avez mis beaucoup d'accent sur la ligne éditoriale. Nous allons revenir sur cette question. Madame Adèle, dites-nous, quelles sont les informations que doivent contenir ou que les journalistes doivent nécessairement fournir dans un pitch? Bon, c'est encore une fois une grande question. Je crois que ça dépend évidemment du sujet, ça dépend aussi du média à qui on s'adresse et de la relation aussi qu'on a déjà avec la rédaction. Juste pour rebondir un peu sur ce que ma collègue disait, je pense qu'effectivement, la ligne éditoriale, c'est probablement une des choses les plus importantes quand on écrit un pitch. Et vient avec ça la relation qu'on a avec la rédaction. Donc, juste pour ajouter un peu sur ce que ma collègue disait, ben, je pense que si on envoie constamment des pitchs à des médias qui ne correspondent pas avec leur ligne éditoriale, on abîme un peu la relation qu'on peut avoir avec certaines rédactions. Et à l'inverse, donc pour revenir sur votre question, à l'inverse, quand on a une bonne relation avec une rédaction, c'est plus facile de proposer des sujets et dans cette mesure-là, les pitchs, en fait, peuvent être moins développés. Mais autrement, je pense que chaque journaliste a sa méthode. Moi, j'ai la mienne. Donc, un pitch, généralement, je vais le situer entre 150 et 250 mots
Puis, je vais le structurer un peu en trois petits paragraphes. Donc, peut-être commencer par une présentation plus générale du sujet pour ensuite cibler vraiment dans le deuxième paragraphe l'angle. Et dans le troisième paragraphe, parler un peu de comment je pense réaliser le sujet. Donc, est-ce que je vais travailler en collaboration avec un ou une photographe? Est-ce que je propose un reportage classique ou un article plus analytique? Donc, c'est dans le troisième paragraphe que je vais spécifier ça. Puis, après, c'est les questions de base qu'il faut se poser quand on écrit un pitch. À qui on raconte l'histoire, quelle histoire on veut raconter, comment on veut la raconter, quand, et bon, ces grandes questions-là. Madame Aïcha, vous êtes formatrice dans une école de journalisme et la question que moi j'aimerais vous poser tout de suite, c'est de savoir comment être sûr d'intéresser une rédaction lorsqu'on fait une proposition d'article. À quel moment on se dit, bah voilà, mon pitch, il est bien écrit. Ah, je crois que votre micro, ouais, prière, allumez le micro. Non, c'est en bas. Il est coupé dans l'application. On a réactivé votre micro. Je viens de vous envoyer une demande pour réactiver votre micro. C'est bon. Voilà, maintenant, c'est bon. C'est bon, là, vous m'entendez? Là, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est parfait. OK, bonsoir, Monsieur Kossi, bonsoir à mes consoeurs. Je commence par dire que déjà pour intéresser, moi en tant que rédactrice en chef, je commence déjà, comme l'ont dit mes consoeurs, à m'intéresser à la ligne éditoriale. Il faut forcément que le papier que tu me proposes corresponde, moi, à mes orientations, au cadrage que moi j'ai dans mon organe. Quand ce n'est pas bon, je suis obligée de te dire non. Maintenant, il y a quelque chose qui est essentiel. La manière dont tu abordes le sujet, l'histoire que tu me racontes. Lorsque l'histoire correspond à ce que je veux, à savoir, d'abord, ce n'est pas ce que tout le monde entend partout, ce n'est pas ce qui est raconté un peu partout, mais il y a quelque chose d'original. Il y a l'originalité de ce que tu me proposes. Il y a aussi un aspect important qui me permet, moi, de me décider en tant que rédactrice en chef ou en tant que formatrice, c'est déjà la manière dont tu abordes le sujet. Par exemple, chez moi, c'est clair que ce n'est pas carrément en bas que le lecteur trouvera l'angle de traitement. Tu commences directement par l'angle de traitement pour que la personne ait l'information dès les premières lignes. Ce sont des points indispensables pour moi déjà qui ne sont pas négociables. Maintenant, il y a aussi la qualité, le niveau du journaliste que j'ai en face de moi, c'est-à-dire le niveau de langue. Tout ça, si c'est son niveau de langue, il y a des expressions, par exemple, que moi, je n'accepte pas chez moi. Il y a des niveaux de langue qui ne sont pas acceptés chez moi. Et puis, de façon plus pratique aussi, je dirais le respect des normes éthiques. Ce qui est très, très, je dirais, varie selon les régions et selon les codes d'éthique que nous avons dans nos pays. Chez moi, par exemple, au Bénin, le respect des normes éthiques et déontologiques. Allô, vous m'écoutez? Je vous ai perdu. Allô, vous m'écoutez? Je suis là, je vous écoute, je suis pas OK, donc, chez moi, le respect des normes éthiques et déontologiques, il y a un accent spécial là-dessus parce que je fais tout ce qu'il faut. On a mis en place une équipe de filtrage qui nous permet autant que faire se peut de ne pas se retrouver devant les tribunaux après avoir publié une histoire parce que cela va de la crédibilité de mon organe. Et lorsque tout le temps vous êtes devant les tribunaux ou devant les instances pour vous faire taper sur le doigt pour répondre d'un article que vous aurez écrit ou d'un pitch, même si c'est un correspondant, ce n'est pas gai. Donc, il y a aussi autre chose. Il y a la périodicité, c'est-à-dire le respect des engagements. Quand, par exemple, je te prends comme pige chez moi et que tu me donnes un délai pour me livrer ton article, et là, le délai, tu ne respectes pas ton délai, toi-même, tu comprends que ça devient un problème pour les relations que nous avons. Et là, je rejoins Madame Adèle qui parle de la qualité des relations que nous entretenons dans nos, avec, en tout cas, d'une part comme d'une autre. Donc,
pour moi, ce sont déjà de façon brute quelques idées de préalables qu'il faut vraiment, sur lesquelles il faut vraiment mettre l'accent si on veut faire des piges avec eux. Je voudrais dire aux participants qui me découvrent pour la première fois, je ne me suis pas présenté au début. Je suis Kossi Balao, je suis journaliste et je suis le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui organise ce webinaire et en même temps le modérateur. Madame Marie Turcan, le 7 juillet, si j'ai bien souvenance, vous avez publié un article dans Numérama dont le titre est « Comment pitcher une idée d'article à Numérama ». Et dans cet article, vous dites qu'un sujet qui est présenté sans angle ne sera pas retenu. Qu'entendez-vous par cela? Sous quelle forme les journalistes doivent-ils présenter leur pitch? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on insiste vachement. Après, c'est aussi, à mon avis, typique de toutes les rédactions et ce qu'on apprend aussi en école de journalisme, c'est qu'il y a 10 manières de traiter un même sujet. Et nous, on a la chance, en étant un site en plus spécialisé, de pouvoir faire un article sur un sujet vraiment très précis ou très niche ou très pointu. Je donnais un exemple tout à l'heure, mais si vous me dites comment l'usage de Zoom a explosé depuis la pandémie, je l'ai vu 5 fois, je l'ai vu des dizaines de fois dans tous les médias, je l'ai vu au JT de 20h à la télévision. C'est des choses qui ne m'intéressent pas parce que je pense que c'est quand même notre rôle aussi de proposer des informations différentes et d'informer le public différemment. Aïcha, je crois que votre micro est allumé. Je vais censurer ça. Donc c'est vrai qu'un mail, moi je reçois souvent des pitchs par mail qui me proposeraient juste ça. Je le trouverais un petit peu déceptif et c'est vrai que comme j'en reçois beaucoup et que j'ai une rédaction encadrée, c'est le travail d'anglage, je le privilégie avec les journalistes de ma rédaction parce que c'est des gens qui travaillent avec moi au jour le jour et en contrat, c'est la rédaction que je veux former en premier. Donc, j'ai tendance du coup à dire juste non, c'est pas assez anglais à la personne, sauf si je perçois que derrière, il peut y avoir quelque chose ou un angle à en tirer qui bénéficierait vraiment le média. Auquel cas, je vais aller poser des questions, souvent essayer de passer un coup de fil à la personne pour essayer de développer son angle. Mais c'est vrai que ça m'est complètement impossible de faire ça avec tout le monde. Parce que comme je vous dis, j'ai une dizaine de personnes à gérer dont j'ai déjà des angles avec qui j'ai déjà des angles à travailler. Et c'est vrai que du coup, c'est pas une priorité de développer des angles avec des pigistes externes à la rédaction. Madame Adèle, vous avez eu cette opportunité-là, ce privilège, je dirais, d'avoir travaillé dans un pays autre que le sien, au Liban par exemple, où vous avez travaillé pour plusieurs médias. Dites-nous comment ça se fait lorsqu'on on est correspondant et qu'il faut envoyer des pistes. Est-ce que c'est pratiquement la même chose? Je crois que ça dépend énormément de l'endroit d'où on écrit. Moi, j'ai eu la chance de travailler au Liban, mais le Liban est un des pays où il y a le plus de journalistes au monde. Donc, c'est extrêmement compliqué de trouver sa place et de développer des relations avec les rédactions avec qui on souhaite collaborer. Surtout que moi, j'avais peu d'expérience quand je suis arrivée au Liban, donc je n'avais pas des relations déjà établies avec énormément de médias. Surtout étant québécoise, on a un marché qui est très réduit au Québec, donc il y a très peu de place pour la pige et il y a très peu de place pour l'international. Donc moi, j'ai dû me tourner vers des marchés qui sont européens, américains, moyen-orientaux. Donc j'ai dû aller créer des liens avec des rédactions qui ont déjà aussi des bassins de journalistes importants. Donc, par exemple, la France, où il y a énormément de journalistes français qui travaillent au Liban, ben moi, comme Québécoise, j'ai dû aller chercher à créer des liens avec ces relations-là, avec ces rédactions-là, pardon. Et
Pas franchement simple. Par contre, je pense que qu'on soit pigiste ou pas, la question de l'angle est extrêmement importante pour se faire sa place aussi parce que quand on n'angle pas bien un sujet, c'est qu'on ne le comprend pas, à mon sens. Donc, si on est capable de bien angler ces sujets avant de les présenter aux rédactions et quand vient le moment de faire la recherche et de rédiger l'article, je crois qu'on démontre aussi qu'on a une maîtrise du sujet qui est assez large pour être capable de rendre quelque chose qui est bien. Et je pense que tout repose un peu, à mon sens, sur l'angle. Autant la qualité du sujet qu'on va être capable de rendre, mais aussi notre capacité à le vendre et à faire croire aux rédactions que réellement notre sujet vaut la peine d'être publié. Donc, je pense que après qu'on travaille dans son propre pays ou qu'on soit correspondant ou pigiste à l'étranger, c'est un peu la même chose. Je crois que peu importe en tant que journaliste, peu importe le sujet auquel on fait affaire, c'est notre responsabilité d'être capable d'en dresser un portrait qui soit assez large pour ensuite pouvoir dessiner un angle qui soit plus précis. Puis ça s'applique peu importe où on travaille et avec quel type de rédaction on travaille aussi. Non, vous avez parlé tout de suite de l'établissement d'un lien, de la création d'un lien avec les rédactions. Comment ça se fait généralement? Est-ce que vous pouvez partager votre expérience avec les autres confrères qui nous suivent? Oui. Ben, franchement, je crois qu'il y a 1001 chemins qui mènent à une rédaction. Je pense qu'il y a beaucoup de ce travail-là qui se fait, par exemple, à travers des festivals ou des événements. Mais moi, malheureusement, étant justement québécoise, ben, j'ai pas eu la chance de grandir ou d'évoluer comme journaliste dans un endroit comme la France où il y a énormément d'événements, de réseautage. Donc, ça se passe beaucoup à travers ben, justement la vente d'articles. Donc, ça va être d'envoyer des pitchs aux rédactions, puis de se faire dire non, qu'on ne réponde pas à ses courriels parce que c'est très fréquent et ça ne veut pas forcément dire que le pitch est de mauvaise qualité, c'est juste qu'il y a certaines rédactions qui reçoivent énormément de propositions et qui n'ont pas forcément le temps de lire tous les courriels ou s'ils ne connaissent pas votre nom, ils vont simplement pas ouvrir le courriel. Il ne faut pas s'offusquer et penser que notre travail est mauvais à cause de ça. Mais donc, je crois que c'est simplement à force pour moi, ça a été simplement à force d'envoyer des propositions, de se faire dire non, parfois de se faire dire oui. Je crois qu'en se faisant dire non aussi à un pitch, on apprend aussi à resserrer un peu notre angle et à correspondre un peu plus à la ligne éditoriale d'un média en particulier. Puis, à force de vendre, la rédaction sait qu'ils peuvent compter sur nous, ils connaissent notre travail, puis c'est comme ça que la relation se bâtit, en tout cas dans mon cas. Mais je crois pour avoir côtoyé pas mal de journalistes qui viennent de pays francophones en Europe qu'il y a énormément d'autres moyens de développer des relations avec les rédactions que malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire. Donc, aller dans des événements de réseautage, aller dans les festivals et tout ça. Madame Aïcha, vous êtes rédactrice en chef, mais dites-nous, quelle est la meilleure personne à contacter lorsqu'on veut envoyer un pitch? C'est toujours la rédactrice en chef ou le rédacteur en chef adjoint? Comment ça se passe? Votre micro, voilà, Oui, maintenant c'est bon. Ouais, c'est bon. voilà. La meilleure personne à contacter, évidemment, c'est le rédacteur en chef, puisque c'est lui qui décide. Maintenant, vous pouvez passer par le biais d'un confrère ou bien tout simplement envoyer un article, commencer à faire des propositions, envoyer dans votre mailing, envoyer, trouver la formule ou bien venir carrément. Il y a certains qui viennent en personne, physique, demander un rendez-vous pour pouvoir faire des propositions. Ils amènent ce qu'ils appellent un book, c'est-à-dire un exemplaire ou quelques exemplaires des propositions qu'ils ont. Donc, tous ces moyens fonctionnent souvent, ça fonctionne souvent. Maintenant, il y a des fois où c'est l'organe même qui identifie
bon, à force de voir un peu, ah, celui-là, ce journaliste, il est bon, la manière dont il les angles de traitement, les histoires qu'il rapporte, la manière dont il les raconte et autres. Je pense que je peux travailler avec lui et nous-mêmes, on va vers ces personnes-là et on leur propose de collaborer. Maintenant, il y a aussi les sites de réseautage où, lors des séminaires, on se rencontre, où il y a plein d'endroits où bien, bon, je sais pas, quelque part, peut-être, quelqu'un t'a présenté, on se rencontre et puis on trouve qu'on tisse le lien et puis on commence à collaborer ensemble. Donc, tous ces moyens sont bons. Il n'y a pas de manière spécifique. L'important, c'est que ça accroche. Oui, elle est partie. Il y a un petit bug. Ouais, il y a eu un petit bug. Votre micro, madame, vous êtes avec nous? Oui, là, j'ai réactivé. OK. J'ai réactivé. Mes excuses, on est en période électorale chez nous. Actuellement, c'est le dernier jour du dépôt des dossiers. Donc, il y a un peu de mouvement, ce qui fait que la connexion aussi Elle est un peu n'est pas très fluide. stable. Elle n'est pas très fluide. Donc, je ne sais pas si je dois présenter des excuses, mais bon, d'accord, je présente des excuses. Cela dit, je retourne à mon sujet. D'accord. Je retourne à mon sujet pour dire que tous les moyens sont bons. L'important, c'est que ça accroche, c'est que le journaliste, d'une manière ou d'une autre, arrive à retenir l'attention de l'organe de par les propositions, de par la qualité de ce qu'il propose. Et je crois que c'est parti pour une bonne collaboration qui amène même parfois à utiliser plus le pigiste que celui qui est à l'interne. Donc, c'est un peu ça. Mais du coup, si je peux rebondir, Kossi, justement oui, sur le bien côté, sûr. Bien sûr. Sur le côté accrocher l'attention, il y a un truc qui m'avait surprise dans ce que Adèle vous avait dit sur la manière dont vous présentez un sujet. Vous avez dit, je commence d'abord par un petit paragraphe de contexte et ensuite j'affine l'angle. Et alors, ça va perdre vachement les gens qui nous écoutent, mais moi, je préfère l'inverse. Je trouve que justement, commencer par du contexte, moi, ça me perd parce que ça me raconte pas l'histoire que je vais avoir dans l'article à la fin. Et ce qui justement, j'aurais tendance à dire qu'un pitch, un pitch percutant, c'est un pitch qui ressemble à un titre d'article, à un chapeau, à un truc qui va me foncer dedans tout d'abord et ensuite qui va attirer mon attention. Et ensuite, dans le deuxième paragraphe, vous allez m'expliquer le contexte autour du truc. Mais c'est vrai que de base, je serais moins intéressée par un long mail qui commence par du contexte parce qu'en fait, je reçois 200 mails par jour que si je dois lire le contexte à chaque fois, en fait, ça va me perdre. Alors que je trouve que, après, c'est peut-être très significatif du journalisme web aussi, parce que sur le web, on a besoin d'accrocher l'attention des lecteurs tout de suite, et donc il faut qu'un titre soit percutant et que je comprenne tout de suite d'où ça vient. Mais c'est vrai que du coup, j'étais curieuse sur cette manière de formuler votre pitch, parce que je pense que je passerai à côté de plusieurs de vos pitchs. Mais du coup, c'est sûrement de ma faute aussi de de pas donner assez de temps à la lecture de tout, quoi. Mais ok, si je peux répondre, je pense que c'est pas faux du tout qu'il faut rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Puis quand je parle de contexte, j'ai peut-être manqué de nuance. Je parle d'une phrase ou deux au maximum. Puis après, c'est que moi, je pars du contexte où j'ai fait la majorité de ma carrière jusqu'à présent à l'étranger, donc au Moyen-Orient, et j'écrivais très peu pour des rédactions spécialisées. Donc en général pour des médias qui ont dans les rédactions et dans le public, dans le lectorat, ne connaît pas nécessairement le contexte du pays duquel j'écris. Donc, c'est ça aussi, c'est de proposer un sujet sur une dynamique entre, je sais pas, les entreprises et l'État en Tunisie. Si je donne pas un peu de contexte sur l'état politique de la Tunisie à ce moment-là, ou
l'histoire un peu des relations entre les entreprises et l'État en Tunisie. Donc, je parle d'une phrase ou deux au maximum. Ben, déjà, moi, j'ai l'impression qu'à l'inverse, ça perd un peu plus la rédaction et par le fait même le lectorat. Je pense que les deux probablement se valent dépendamment du contexte. Puis je pense que il faut effectivement faire attention de ne pas chercher non plus à écrire l'article dans le pitch. C'est deux choses qui sont différentes. Puis il faut rester dans très peu de caractères, très peu de flafla, pas beaucoup de style nécessairement non plus, mais quelque chose d'assez direct et structuré pour qu'on puisse justement accrocher les rédactions. Oui, vous pouvez aller, Madame Aïcha. Oui. Pour revenir au débat, Encore un petit bug là. Mais oui, c'est bon. Oui. Oui. Pour intervenir dans le débat en cours, je dirais que c'est pour ça que j'ai dit que la manière parfois dépend de l'organe et des exigences. Par exemple, chez moi, quand tu ne vas pas directement dans le sujet, chez moi, en tant que formatrice, je dis souvent à mes étudiants le respect de la pyramide inversée. C'est-à-dire, tu commences directement par le sujet et après le contexte et autres là peuvent venir après. Mais j'ai besoin directement c'est-à-dire que tu me flèches directement pour m'accrocher à ton sujet. Mais là, je me rends compte qu'il y a aussi peut-être d'autres manières de faire. Souvent, je l'ai découvert souvent en lisant les articles sur le web. Et à un moment donné, souvent, les étudiants me posent la question, ils me disent, mais madame, voilà plein d'articles, telle personne ne respecte pas ce que vous nous enseignez, la technique de la pyramide inversée, comment on fait. À un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que c'est au niveau du web, les blogueurs et consorts qui se permettent, ou bien qui ont cette méthode-là de fonctionner. Donc là, je pense que c'est un grand débat qui est ouvert et bon, je me dis que nous, les journalistes traditionnels, je finis par nous appeler les traditionnels, nous aimons plus qu'on nous rentre directement dans le sujet. C'est-à-dire que déjà la première phrase, tu vas direct, et après le reste vient après. Donc le plus urgent, l'essentiel et puis les autres à la fin. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Je l'ai dit au début de mon introduction, ce webinaire interactif, tous les participants ont la possibilité de poser leurs questions. J'en ai reçu quelques-unes. Je lis une question qui nous vient d'un participant et elle s'adresse à Madame Marie. À quel point attendez-vous qu'un sujet soit pré-enquêté avant de l'accepter sur Synopsis? C'est une vraie question parce qu'on sait que le travail d'enquête d'un journaliste, ça prend du temps et que le temps, c'est de l'argent. Et en même temps, c'est un temps qu'on va avoir du mal à quantifier. Et donc, du coup, quand on me propose des enquêtes, ce qui est quand même assez rare, alors que c'est ce que je privilégie, mais au final, avoir des mails de pigistes qui proposent des vraies enquêtes, c'est pas si courant. Ça dépend vraiment. Si la personne me dit j'ai une intuition, je sens que je peux avoir des réponses et je sens que je vais aboutir, on part en confiance et on dit bon bah ok vas-y creuse et puis au pire du pire tu n'auras rien à la fin et on verra comment on s'arrange pour la rémunération. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, le risque est en effet que la personne parte sur une enquête qui n'aboutit pas. Nous, on n'a rien à publier derrière et ça devient compliqué de payer quelqu'un pour rien. Enfin, pour rien. Pas pour rien, mais pour un rendu final qui sera nul. Donc ça, c'est compliqué. Je ne demande pas du tout que les enquêtes soient entièrement pré-enquêtée ou qu'elle soit entièrement faite. Évidemment, si quelqu'un vient me voir demain en disant bah là, j'ai tout fait, c'est super, j'ai tout, publie, et je dirais oui, je serais d'accord avec ça. Je pense que c'est quelque chose d'important en tant que pigiste de discuter avec la rédaction en chef avec laquelle vous travaillez, de vraiment leur demander est-ce qu'ils rémunèrent le temps d'enquête, est-ce qu'ils sont d'accord pour prendre le risque avec vous que cette enquête n'aboutisse pas. Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont vous dire
passe quelques coups de fil et revient me voir. C'est un peu la solution de middle ground que j'ai trouvé moi, quand quelqu'un me propose juste quelque chose, juste sur une intuition, où il n'y a vraiment rien qui est fait du tout. Là, je lui réponds, bah, sincèrement, je ne peux pas prendre une piste sur la base d'une intuition s'il n'y a absolument rien d'autre qui a été vérifié derrière, s'il n'y a pas d'intervenant, si on ne sait même pas où ça va. Parce que c'est un peu certains pitchs sont un peu me posent question là-dessus. C'est ceux qui posent une question, mais n'ont absolument aucune espèce d'intuition de la réponse. Et du coup, moi, ça me fait me dire parfois qu'il n'y a pas de sujet derrière. Enfin, en fait, il faut quand même, à la base, on se pose des questions aussi parce qu'on a une petite intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux prendre l'exemple récemment un pigiste qui s'est rendu compte que sur Pôle emploi, notre plateforme française dédiée aux demandeurs d'emploi, beaucoup de données personnelles étaient accessibles en fait en 2-3 clics. Il suffisait de se créer un compte en tant que potentiel employeur et de mentir. Et en fait, on pouvait absorber les données personnelles d'énormément de Français. Et lui, il m'avait envoyé, voilà, je pense que ça marche. Et je pense que c'est comme ça. Et je lui ai dit, tu penses, mais en fait, ça va pas prendre très longtemps à vérifier. Prends-toi une journée, enfin, non, prends-toi une heure, essaye de créer le compte toi-même. Et si tu arrives à faire la démarche, eh ben, on te prend la pige. Si tu n'arrives pas, bah, du coup, il n'y a pas de sujet et on ne prend pas la pige. En fait, et ça s'est réglé en quelques mails où, en effet, il a dit oui, bien sûr. Il a testé, l'intuition s'est confirmée et on est parti là-dessus. Et d'ailleurs, finalement, on l'a payé un peu plus que ce qui était prévu parce que justement, l'enquête avait donné des résultats importants. Et je trouve que c'est pas mal d'essayer de récompenser aussi d'un côté le travail, mais aussi finalement sortir des infos nouvelles. C'est pas si courant. Et je trouve que c'est pas mal de valoriser le travail des journalistes qui essayent d'apporter des choses nouvelles et de faire ces efforts-là. Mais il y en a énormément qui le font, c'est vraiment super. Et il y a beaucoup de pigistes qui le font partout dans tout plein de médias. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce quand même de prime à l'information nouvelle, qui n'est pas juste un travail d'analyse. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est moins ce que j'ai envie de faire moi pour Numérama. Je préfère, si j'ai des analyses à faire, je vais les faire en interne. Si je paye pour des piges, je préférerais quelque chose que moi, je ne pourrais pas faire en interne. Donc, sortir des infos, donc aller sur le terrain à l'autre bout du monde, des choses que je ne pourrais pas faire, quoi. Madame Adèle, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous envoyez une pitch ou un pitch à un média et que vous n'avez pas en retour après une semaine, 2 semaines, voire un mois? Il faut relancer, il faut renvoyer le même sujet, proposer autre chose. Comment se fait la relance? Déjà, avant de parler de relance, moi, ce que je fais généralement, c'est que j'essaie d'envoyer mes pitchs à des heures précises, donc aux heures où j'assume que les rédacteurs entrent en poste le matin. Donc, généralement, entre 8h et 9h du matin, c'est à ce moment-là que je vais envoyer mes pitchs. Donc, pour tenter d'être dans les premiers noms qui apparaissent lorsqu'ils ouvrent leur boîte mail. Donc déjà, ça, c'est un premier truc. Puis généralement, ça fonctionne toujours mieux le lundi matin que vers la fin de la semaine, comme le vendredi. C'est jamais optimal, disons, dans mon expérience. Ensuite, pour ce qui est de la relance, ça dépend encore de la relation qu'on a déjà avec le média à qui on pitch. Je pense que des rédactions avec qui on a l'habitude de travailler généralement vont répondre assez rapidement à nos demandes. Donc, si jamais une rédaction avec qui j'ai l'habitude de travailler ne répond pas, ben, je vais pas me gêner forcément à relancer le lendemain, voire le surlendemain, parce que j'assume que c'est probablement une erreur et que mon courriel est un peu tombé dans l'oubli parmi tous les autres courriels. Pour ce qui est des rédactions que je connais moins, ben, généralement, je vais y aller donc une semaine plus tard, si le sujet n'est pas sensible au temps. Donc,
si par exemple j'ai envoyé mon pitch le lundi, je vais le renvoyer le lundi suivant, simplement en répondant au précédent courriel que j'avais envoyé en disant voici, je me permets de vous relancer au sujet de la proposition de reportage que je vous ai envoyée. Puis je vais faire ça généralement peut-être relancer maximum 3 reprises, je dirais. Après, ça dépend aussi encore une fois, je pense que c'est une expérience que chacun doit se faire parce qu'il y a des rédactions où on en vient à savoir que ça prend plusieurs relances avant qu'ils répondent et qui finalement finissent par répondre, que ce soit pour accepter le sujet ou non. Mais il y en a où on sait que s'ils ne répondent pas après la première relance, il faut abandonner l'idée. Voilà, donc je pense que ça, c'est une expérience qui se fait vraiment à force d'expérience. Puis après, il ne faut pas être trop insistant aussi, c'est certain. Mais ça, il ne faut pas non plus se gêner, je pense, de relancer. Ouais, franchement, c'est bien d'insister, hein. Enfin, moi, je dis toujours au moins une relance est toujours la bienvenue. J'en voudrais jamais aux gens de réinsister quand ils n'ont pas de réponse, hein. C'est leur métier, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Il y a aucun problème. De mon côté aussi, j'ai arrêté de me mettre la pression et je me dis, si j'oublie de répondre pendant 3 jours, tant pis. Après, on répond quand même toujours. Mais oui, enfin, faut grave relancer, ça c'est clair. Ouais, puis après, je pense, pour rebondir là-dessus, je crois qu'il y a aussi des rédactions qui ne répondent pas. Et ça, je pense qu'on l'apprend avec l'expérience. Donc, il y a un moment où aussi, il faut savoir estimer en fonction de la rédaction à qui on propose le sujet, à quel type de rédaction on fait affaire. Si on sait qu'ils répondent systématiquement aux propositions, on peut continuer à les relancer. Sinon, il faut abandonner parce que l'absence de réponse est une réponse en soi. Madame Marie, cette question nous vient d'un participant. En tant que PIDIS, comment pouvons-nous éviter le vol de sujet? Oui, parce que ça arrive que vous envoyez une proposition, qu'elle soit refusée et qu'après, vous voyez qu'un journaliste au sein de cette rédaction-là publie le sujet que vous avez proposé et qui finalement n'a pas été accepté. Comment éviter que cela n'arrive au PIDIS? Ouais, c'est hyper sale comme pratique. Nous, je vais pas dire on ne fait pas. Je trouve que ce serait vraiment un immense manque de respect. Pardon, j'ai des travaux à côté de moi. Comment l'éviter? Sûrement, probablement. Enfin, je pense que peut-être les autres participantes auront peut-être plus de suggestions. Moi, je dirais de ne pas en dire énormément non plus, quoi. De vraiment. En fait, si votre pitch est fort, il tient en un titre. Je passe mon tour et je reviendrai après parce que c'est chiant avec le bruit. Désolée. Je repose la question donc à Madame Aïcha, celle de savoir comment éviter pour les PIDIS le vol de sujet. Le micro, réactivez votre micro s'il vous plaît. Mais c'est bon. C'est bon? Okay. C'est bon? C'est parfait, c'est parfait. Ok. Oui, c'est vrai, le vol de sujet existe et c'est vraiment pas gentil de constater ce genre de fait. Puis ça relève un peu de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, ce qu'on propose, c'est que oui, la personne en dise le moins possible, sinon dise juste le nécessaire. Il y a des quarts de voix dans lesquels on reste. Parfois, il y a des organes qui proposent des quarts de voix. Quand vous allez sur leur site, ils proposent des formulaires que vous remplissez pour proposer vos pistes. Maintenant, ce qui n'existe pas chez moi, évidemment. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est de proposer c'est d'en dire le moins possible pour voir si déjà le sujet langue règle le problème. Quand vous proposez le sujet langue, je crois que ça, c'est déjà suffisamment, ça doit être suffisamment accrocheur pour que la rédaction décide de réagir ou de ne pas réagir.
Donc, maintenant, si vous allez, en voulant, voilà l'erreur que les pigistes commettent souvent, en voulant à tout prix décrocher une réponse, ils y vont un peu trop et puis ils donnent tout ce dont ils donnent toute l'information. Et bon, certaines rédactions l'utilisent malheureusement pour faire et confient à d'autres journalistes. Maintenant, il faut l'autre chose, ce que moi je propose pour régler le problème, c'est que autant de sujets, autant d'années de traitement, ou je sais pas moi, autant de possibilités. Donc, un sujet, c'est plusieurs possibilités possibles. Ça ne vous empêche pas de revoir un peu votre angle de traitement et de le proposer ailleurs. Et puis, ça vous sert aussi de leçon. Vous savez déjà que dans cette rédaction, c'est des personnes qui, attention, donc c'est aussi l'organe qui se fait une mauvaise publicité. Donc, vous êtes libre de lui faire une mauvaise publicité. C'est aussi les risques qu'ils encourent en s'adonnant à ce type de pratique. Je dis ça et je crois que je vais laisser mon tour. Madame Adèle, vous avez quelque chose à dire sur ce sujet-là? Peut-être juste rajouter brièvement, je crois que c'est des choses qui arrivent, qu'on donne beaucoup d'informations ou pas. Je pense que parfois, c'est une question d'information qu'on va donner, parfois, c'est simplement une question d'idée. Donc, la rédaction va récupérer l'idée. Par contre, quand ça arrive, on a la chance aujourd'hui avec les réseaux sociaux d'avoir énormément de groupes de solidarité entre journalistes où il y a des pratiques, des rédactions ou d'autres collègues qui sont dénoncés. Et je pense que c'est important de savoir se servir de ces plateformes-là, d'être en mesure de communiquer avec les collègues journalistes pour savoir faire part de nos expériences malheureuses auprès des rédactions et lire un peu aussi sur les expériences de nos collègues. Comme ça, on peut savoir avec qui on a envie de travailler et avec qui on n'a pas envie de travailler parce que justement, ils ont ce genre de pratique. Donc voilà, je pense que ces forums-là de discussion entre journalistes sur les réseaux sociaux sont extrêmement précieux pour faire face à ce genre de pratiques. J'ai une autre question pour Madame Marie. Parfois, les pics par mail, surtout en Afrique, ne sont pas du tout répondus avec rapidité. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus avec les réseaux sociaux, WhatsApp par exemple. Pensez-vous que passer par ce canal ne mettrait pas le travail des journalistes en péril? J'ai pas très bien compris la question. C'est pour pitcher un sujet qu'il faudrait passer par autre chose qu'un mail? Oui, justement. Le journaliste dit, par exemple, qu'il lui arrive de travailler beaucoup plus avec le réseau social WhatsApp. Et la question, c'est de savoir si passer par WhatsApp ne mettrait pas en péril le travail des journalistes plutôt que de passer par mail. Pourquoi ça mettrait en péril le travail? J'ai du mal à comprendre pourquoi ça serait... J'ai du mal à... Voilà. Ce serait bien aux confrères qui a posé la question de mieux expliquer, de mieux préciser. J'ai reçu une question, celle-ci par mail. Elle ne nous vient pas d'un journaliste, mais plutôt d'un docteur. Je vais vous la lire assez rapidement. La question, elle dit ceci en instant. Je suis chercheur, je suis doctorant avec des collègues. Nous réfléchissons à comment publier des travaux issus de nos recherches dans la presse, notamment des créneaux comme le monde diplomatique qui est un peu plus spécialisé, mais pas non plus académique. Quels conseils pourriez-vous donner à de jeunes chercheurs pour faire un bon pitch, sachant qu'on a tendance à ne pas être très précis et à s'étendre? Je ne sais pas si la question elle a été bien comprise par nos panneaux. Si, je pense que c'est un peu les mêmes conseils qu'on donne aux journalistes, que ce soit journalistes ou chercheurs. Le but est le même, c'est d'avoir un article publié dans la presse, si j'ai bien compris. L'avantage, c'est que de plus en plus, il y a des plateformes qui se montent, qui laissent la parole aux chercheurs et aux chercheuses. Notamment, il y a The Conversation,
qui a une version française aussi, qui fait de la super agrégation de contenu publié par des scientifiques ou des chercheurs, des chercheuses, et qui réussissent en plus à le titrer à l'anglais vraiment pour que ça corresponde aux pratiques du web et aux consultations sur le web. Donc ça se répand de plus en plus. Et en plus, la manière dont le journalisme scientifique ou la méthode du journalisme scientifique s'est un peu répandue la manière dont la recherche s'est un peu répandue aujourd'hui dans le journalisme, notamment scientifique ou sociologique, ou dans ces enquêtes-là, donne plus de place justement aux chercheurs et aux chercheuses qui auraient envie de publier par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Donc soit faut passer par un ou une journaliste qui va être un peu votre porte d'entrée vers les médias, et du coup peut-être pour un premier article collaborer avec cette personne qui va donner peut-être un peu la méthode. Mais sinon, nous, ça nous arrive en effet de recevoir des mails directement de scientifiques, de chercheurs, qui demandent est-ce qu'on pourrait publier telle ou telle tribune. Et dans ce cas-là, c'est plus sous forme de tribune. Les tribunes sont pas rémunérées parce qu'on considère que c'est pas un travail journalistique. Il faut réussir à vraiment peser le pour et contre. Après, on n'est pas là pour mettre les gens dans des cases non plus. C'est pas parce qu'on est chercheur qu'on peut pas être rémunéré pour une pige. L'important, c'est d'avoir de la méthode, quoi. Et de la méthode, c'est toujours pareil, c'est savoir angler un sujet, savoir donner des informations importantes d'abord, le contexte à la fin, les trucs, parce que ça, c'est un peu un biais de chercheurs et de chercheuses de commencer justement par le contexte. On donne beaucoup, beaucoup de contexte, et puis à la fin, on arrive à la fin de la démonstration à ce qu'on voulait montrer. En fait, le journaliste, c'est un peu tout l'inverse. On va commencer par dire waouh, un nouveau truc. Au fait, voilà pourquoi vous devriez vous y intéresser. Et c'est vraiment ce principe que Aïcha disait de pyramide inversée. Et ça, c'est un peu un mécanisme qu'il faut apprendre, ou en tout cas dont il faut se dégager quand on est scientifique et qu'on passe dans le journalisme. Une autre question pour Madame Surprenante. Pouvez-vous nous dire combien de pitch faites-vous en moyenne par mois pour avoir une stabilité financière? C'est un participant ou une participante qui pose la question. Je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça, parce que forcément, le coût de la vie est différent dans chaque pays. Moi, je n'ai jamais travaillé exclusivement dans un pays, donc j'ai toujours travaillé en plusieurs devises. Par exemple, en euros, en dollars américains, en dollars canadiens aussi. Donc ça dépend énormément. Puis après, il y a aussi des moments où on travaille plus que d'autres, et c'est normal. Je vous donne l'exemple, quand j'étais au Liban, c'est sûr qu'il y a des mois où je pouvais faire 2 piges, et ça allait parce que j'avais un peu d'économie. Et il y a des moments où politiquement, comme à l'automne dernier, à l'automne 2019, quand il y a eu le déclenchement d'un mouvement social au Liban, mais il y avait tellement de demandes d'actualité sur le Liban qu'on travaillait, mais énormément. On pouvait faire jusqu'à 2 piges par jour. Donc, ça dépend énormément. Je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse là à cette question. Madame Aïcha, quel conseil donneriez-vous sur la longueur d'un article, le nombre de pages? Est-ce qu'il faut un papier court, un papier long? Quelle longueur faut-il pour le web, hein, par exemple? Mais quelle est votre préférence? Je vais direct, plus le papier est court, mieux c'est pour moi. Donc, tant que vous pouvez donner votre information de la manière la plus courte possible, moi, je prends. Maintenant, quand vous commencez à vouloir mettre, c'est-à-dire allonger, parfois vous amenez votre pitch, et ce qui vous amène parfois à couper. Donc, vous ne voyez pas totalement votre article publié, et parfois ça peut dire, voilà, on a envoyé un article de peut-être une page, et vous avez publié peut-être 4 pages ou demi-page. Maintenant, il y a aussi les questions de disponibilité. Quand on n'a pas d'espace, qu'il n'y a pas d'espace, et étant donné que peut-être que le sujet cadre avec l'actualité, et ce serait bien de lui trouver une place là tout de suite. Donc,
on essaie de couper pour rester dans l'espace disponible. Donc, c'est un peu ça. Plus l'article est court, mieux c'est. Donc, il vaut mieux partir sur des articles courts, plus c'est court, mieux c'est. Et on s'entend et personne n'est mécontent, quoi. Moi, je sais à peu près combien je vais vous payer et en retour, vous savez un peu ce que je veux. Maintenant, il y a aussi la base sur laquelle on s'est entendu avant que vous m'écriviez l'article. Si, par exemple, moi, je te dis, avant que tu ne commences, je dis, pour cette histoire, pour cet article, moi, je peux t'accorder, disons, 2000 caractères, par exemple, et que tu dépasses, tu vois bien que je peux me dire que, bon, voilà, ça risque de ne pas trop s'entendre. Mais si on s'est entendu sur, j'évalue un peu par rapport à l'angle que tu as proposé, je me dis, bon, vas-y, fonce, ne regarde pas derrière. Donc, tout ce que tu m'amèneras, je vais prendre. Donc, ça dépend aussi de l'histoire que tu proposes, de l'angle de traitement que tu proposes. Mais de façon basique, je le redis, plus c'est court, mieux c'est. Nous allons aborder cette question aussi qui est très essentielle, surtout pour les journalistes. Vous avez utilisé un mot, paiement, qui m'intéresse aussi de savoir à combien payez-vous les articles pour les piges. C'est à 1000 euros, c'est à 500 euros. Il m'est arrivé de proposer, de commander personnellement des articles auprès des journalistes français et j'ai été informé qu'en France, il y a cette question de taxes qu'il faut prendre en compte lorsque vous envoyez, vous décidez de payer les journalistes, que ce soit par facture. Dites-moi chez vous, ici au Bénin, comment ça se passe? Les artistes sont payés comment? Vous permettez de manière générale, une idée, ouais. Oui. De manière générale, c'est le commanditaire qui fixe un peu. Donc, d'habitude, quand on commande un pige, c'est que si c'est nous qui commandons, c'est que nous avons l'habitude de travailler avec la personne et nous savons un peu les tarifs que nous proposons. Maintenant, les tarifs parfois ne sont pas standards. Ça varie en fonction de... Bon, c'est un peu une mauvaise discrimination, mais à la tête du client, la qualité de ce qu'il a l'habitude de proposer. Donc, pour un journaliste débutant ou, je sais pas, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience ou qu'on l'appelle souvent nos amis, quoi. On les appelle nos amis, on sait un peu comment on les gère. Maintenant, pour les nouveaux qui viennent, c'est pas le même coût. Donc, c'est une forme d'entente et on sait comment on collabore. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez que je vous donne un tarif fixe. Non, pas juste peut-être une moyenne. C'est les articles en moyenne de 500 à 1000 euros. Ok. Je peux y aller en francs CFA? Sans problème. Ok. En francs CFA, c'est déjà, quand c'est un petit speech de, je dirais, 200 mots, 150, 200 mots, on peut te payer entre 30 et 40 000 francs CFA. Mais quand c'est plus 30 et 40 000, quand je dis c'est vraiment 200, 300, c'est un feuillet, quoi. C'est vraiment un feuillet. Maintenant, quand c'est plus long, là, vous commencez à négocier. Maintenant, lorsque c'est une enquête, ça veut dire que tu proposes un budget. On s'entend sur ce budget-là. D'accord. C'est un peu ça. Pour Madame Marie Adèle, 40 000 francs CFA, ça fait en moyenne 62 euros. Est-ce que c'est le même tarif qui s'applique chez vous en France? Les tarifs sont extrêmement variables en fonction des rédactions. Les rédactions web payent beaucoup moins que les rédactions print, papier, qui ont beaucoup plus de moyens parce que la publicité aujourd'hui reste l'apanage des médias print et paye beaucoup mieux. Ce tarif correspond à ce qu'on fait à peu près à Numérama, c'est-à-dire environ 50 € le feuillet. Sachant qu'on ne prend jamais d'article de moins de 3 feuillets. Donc, en fait, quand on prend un article, on a une espèce de package de base qui est 150 € net l'article, payé en pige. Mais c'est pour des articles sans grande valeur ajoutée. C'est-à-dire, comme je vous ai parlé de l'enquête sur Pôle emploi, quand on a des enquêtes plus ardues, plus difficiles, quand il y a une espèce de prime à l'information sortie aussi.
Si la personne fait un travail qui sort une information nouvelle, ça se valorise, c'est valorisé par nous. On fait vraiment la différence entre ça et des papiers peut-être plus faciles à écrire, où on n'interroge qu'une personne et ça prend 3 feuillets, et finalement, c'est pas non plus délirant comme information qui a été divulguée. Dans ce cas-là, on reste sur des tarifs basiques. En tout cas, moi, j'annonce toujours le prix avant de valider la pige. Enfin, je leur dis, voilà, d'après ce que tu m'as dit, je pense que cet article va faire 3 feuillets, va te demander d'appeler une seule personne. Voilà, ce sera 150 € net. Est-ce que ça te va? Et si ça ne va pas, eh ben, tant pis. Si la personne négocie en face en me disant, non, je pense que ça va vraiment me demander plus de temps, et puis je te jure, on va avoir des informations nouvelles, ça peut se négocier, hein, je peux l'entendre. Mais c'est vrai que ça dépend vraiment à ce moment-là de ça. Mais on a quand même un tarif assez basique qui ne bouge pas. Ce webinaire est prévu pour 1 heure. Nous sommes presque, je dirais, à la fin. C'est ma toute dernière question à chacune de deux invités. Il y a une dernière question, je prends rapidement, qui est posée pour Marie. Quels sont les facteurs clés de succès d'un pitch? Je pense que c'est le résumé de tout ce qui a déjà été dit pendant toute 1 heure, les facteurs clés. Mais la dernière question que moi je poserai à Marie et aux autres, c'est de nous dire quels sont les conseils en fait pratiques que vous donnez à ceux-là qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils doivent garder en tête lorsqu'ils envoient un pitch à un média, comment être sûr que ce pitch est bien écrit, c'est sans faute, c'est percutant, c'est convaincant, et puis c'est pertinent. Et à la fin, en bonus, un petit conseil pour vendre cette pitch. On a des pitch, mais comment les vendre? Je crois que vous l'avez dit, hein, qu'aussi, il faut que ce soit percutant. Il faut que ce soit un message qui aille droit au but, qui soit pas très long, qui montre là où vous avez envie d'aller avec votre pige. En gros, quelle histoire vous voulez raconter et qu'est-ce que ça va apporter de plus. Franchement, si vous-même vous êtes convaincu que votre article il a raison d'être parce que vous avez besoin d'informer les gens, bah en fait, vous allez réussir à convaincre la personne qui est en face. Et j'ai vu une question, les journalistes qui travaillent avec vous, sont-ils en CDD ou CDI? Sont-ils d'anciens pigistes? Pas du tout. On a beaucoup de stagiaires en fait qu'on a formés et qu'on a ensuite passés en CDI à Numérama. La moitié de la rédaction est constituée comme ça. Mais on n'a pas titularisé de pigistes. Madame Adèle, je vous pose les mêmes questions que celles que j'ai adressées à votre collègue Marie. Qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est important de montrer, donc, d'une part, quel angle on a envie de présenter, mais aussi comment on a envie de réaliser le sujet. Et je pense que c'est à ces deux niveaux-là aussi qu'on montre que notre sujet, non seulement on le connaît, on le maîtrise, on a envie de le partager, mais aussi qu'on connaît la rédaction à laquelle on le propose. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau de l'angle et de la production du sujet que ça se dessine. Madame Aïcha. Oui. Oui, je vous pose les mêmes questions et puis pour vous, il y a eu encore beaucoup de questions, mais nous sommes malheureusement vers la fin. Les discussions peuvent continuer au-delà. Nous avons lancé un forum sur Facebook qui rassemble plus de 2000 journalistes francophones du monde entier et nous avons même lancé un concours pour primer le travail des journalistes francophones et bientôt les résultats seront annoncés. Donc, si vous êtes journaliste et que vous nous suivez, vous pouvez nous rejoindre via Facebook. J'ai envoyé le lien dans la boîte de discussion. Mais rapidement pour vous, Madame Aïcha, dites-nous quels sont pour vous les facteurs clés du succès d'un pitch. Bon, je crois que pratiquement tout a été dit par mes consoeurs. Oui, tout a été dit. Juste en conclusion. Pratiquement. Rester très, très focalisé sur le sujet, surtout ne pas aller dans tous les sens, rester fidèle à son angle de traitement, respecter les b.a.-ba de l'écriture journalistique et puis, comme le dit, toujours aiguiser la curiosité, et puis insister sur l'originalité parce qu'un même sujet, plusieurs personnes peuvent l'aborder, plusieurs personnes peuvent proposer des choses
par rapport à un sujet, mais c'est la manière de vous l'aborder, la qualité de vos intervenants et puis aussi le niveau auquel vous élevez le débat. Et puis maintenant, toujours lorsqu'il y a du nouveau, en tant que rédacteur en chef, on prend direct. Donc, c'est ça, on est toujours à la tête du nouveau, à la tête du lieu. Et puis, lorsque c'est encore un scoop, là, vous êtes notre meilleur ami. Vous n'êtes plus un simple ami, vous êtes notre meilleur ami du jour. Donc, je crois que c'est sur ça que je vais clôturer mon... Ouais. Je dis un grand merci à tous les participants qui nous ont suivis. Ce webinaire, je le rappelle encore une fois, il a été diffusé en direct dans notre forum sur Facebook. Et l'objectif de ce forum, comme je l'avais dit, qui est lancé en 5 langues, et nous avons plus de 10 000 journalistes qui sont membres de notre vaste réseau de journalistes, c'est d'offrir aux journalistes les contacts, de leur offrir les informations dont ils ont besoin, les conseils pratiques et tout ce dont il faut pour faire avancer leur carrière, surtout en cette période marquée par la crise du Covid-19 qui a eu un effet très glaçant sur la pratique du métier du journalisme. Ce webinaire, c'est la 31e que nous avons organisé. Nous en avons encore de prévu pour la semaine prochaine. Je remercie beaucoup nos panélistes, nos invités, Madame Marie Turcan, Madame Adèle Suprenon, Madame Aïcha. Malgré que je vous ai contacté un peu tardivement, vous avez répondu favorablement à mon appel. Ça me fait plaisir. C'est un honneur de vous avoir reçu, d'avoir partagé ce moment d'échange et merci surtout aussi pour la qualité des échanges. Je pense et j'en suis convaincu que les journalistes qui nous ont suivis ont pu tirer des meilleures connaissances, ont pu tirer des meilleures pratiques, ont pu apprendre de vous sur la façon de présenter un pitch qui soit excellent, qui soit pertinent et qui soit bien écrit. Merci encore. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore rejoint notre forum sur Facebook, c'est l'occasion de le faire. Allez simplement sur Facebook et dans la barre de recherche, tapez forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale et rejoignez-nous. Nous avons également lancé un petit formulaire. J'ai envoyé le lien. Ce formulaire vous prendra seulement 30 secondes. Il nous permet de savoir si ce webinaire vous a été utile, qu'est-ce que vous avez aimé, si vos attentes ont été comblées et quelles sont vos recommandations pour nos prochaines heures, puisque notre ambition, c'est de continuer à aider les journalistes à leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Donc, prenez la peine de consacrer cette petite seconde à remplir ce formulaire. Je vous l'enverrai également par mail. Merci à tous les participants qui nous ont suivis via Facebook et via Zoom. Merci à tous et je vous souhaite une excellente après-midi, une bonne journée pour vous. Allez, prenez soin. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.